Bonjour, c'est l'heure d'une comédie française entre Carole Barjon de l'Obs et Béatrice Houchard de l'Opinion. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, la fusée Macron, c'est le titre de l'Obs et son plan secret pour 2017. Tenez, je vous le rends parce que je sais que vous voulez l'avoir sous les yeux. Donc, le ministre de l'économie a fait une leçon de pédagogie ce dimanche dans le JDD. Il joue dans le fond l'anti-valse sur la loi El Khomri, à qui l'on reproche d'imposer sans expliquer, de ruer dans les brancards avec autoritarisme. Eh bien, en attendant, Emmanuel Macron, à qui Valls n'a pas donné la réforme du travail, creuse tranquillement son sillon. Il serait en passe de créer son propre mouvement. Carole, dans le fond, ça l'arrange bien de ne pas avoir eu, pardonnez-moi l'expression, le bâton merdeux de la loi sur le travail. Comme ça le libère pour... Non, je n'en suis pas si sûre. Le bâton merdeux, comme vous dites, il est devenu ainsi. Pourquoi ? Parce que Manuel Valls a précipité les choses, a voulu passer en force, n'a pas fait de concertation. Donc du coup... parce que dans cette réforme, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Et c'est vrai que la méthode utilisée, on ne peut pas dire, surtout si vous voulez, quand même en fin de quinquennat, où c'est beaucoup plus difficile de faire passer des réformes, a priori, le bon sens, c'est quand même de faire un peu de pédagogie et de concertation. Oui. Bon, donc, je crois que si Emmanuel Macron... Enfin, on peut lui faire ce crédit-là peut-être, avait eu en charge, ou en partie en charge, cette loi. C'est un cadeau empoisonné. Si ça marche, c'est le réformateur. Si ça échoue, c'est le type qui a raté. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être on peut lui faire le crédit, que lui aurait fait de la concertation et de la négociation. Or... Ouais. Ce qui s'est passé, pourquoi Emmanuel Macron sort du bois maintenant et il n'est pas content, c'est bien parce qu'on l'a écarté d'emblée de ce projet et que, comme vous le savez, lors du dernier remaniement, il a en plus été rétrogradé de 2 numéros. Petite mesquinerie entre Voilà. Alors, Béatrice. Oui, je pense qu'il pouvait effectivement, je partage ce que vient de dire Carole, il pouvait effectivement faire le pari de mener les choses autrement, de ne pas parler de 49.3 alors que le texte n'était même pas passé au Conseil des ministres. Il en a fait des bourdes aussi, attention. Ce qui est quand même une erreur invraisemblable. Et puis faire le pari au Parlement de réussir à faire voter le texte. Au moment de la loi Macron 1, au début, on était un peu sceptique parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, n'étant pas du sérail, n'ayant pas d'expérience parlementaire, on s'était aperçu qu'aussi bien en commission qu'ensuite en séance publique, il tenait sa place très largement. Donc vous donnez toutes les vertus, à Emmanuel Macron. Non, c'est pas de lui donner les vertus, c'est dire je suis pas sûr qu'il le considère comme un bâton merdeux, pour reprendre votre expression, mais qu'il pouvait faire le pari de dire, après ce qu'il aurait réussi, on n'en sait rien par définition, mais de dire ça pouvait au contraire être un marqueur de sa réussite. Il n'aura pas l'occasion de... Mais enfin, avec des si, c'est vrai. Bien sûr. On remettrait par exemple... Non, ce que je veux dire, on peut ne pas être certain que Emmanuel Macron aurait réussi, ça c'était pas sûr. En revanche, ce dont on est certain aujourd'hui, c'est que Valls a déjà quasiment échoué. Ouais. Voilà, c'est là où il y a une petite différence. Bon, après, on verra. François Hollande, manifestement, est décidé à lâcher du lest, parce qu'on ne peut quand même pas se passer de la CFDT, surtout quand on est un gouvernement de gauche. Donc, on verra. Mais si vous voulez, d'ores et déjà, la méthode Valls, je crois, a montré ses limites. Ouais. Béatrice, La méthode Macron n'a pas pu montrer sa réussite, mais la méthode Valls est en pleine... alors, je ne sais pas s'il y a un lien direct avec les sondages qui sont très mauvais pour le président de la République, mais aussi pour le Premier ministre. Mais tout ça est en train de... Il y a une vraie rivalité entre Valls et Macron, c'est ce que disent les journalistes. Est-ce qu'elle est fantasmée ? Est-ce qu'elle est réelle ? Je crois qu'elle n'est pas fantasmée. C'est un peu les deux progressistes du gouvernement, jeunes. Pas du tout. Il faut se souvenir que Manuel Valls, au début du quinquennat Hollande, il apparaît comme celui qui porte les idées d'une gauche réaliste, qui est réformateur, aussi bien d'ailleurs en économie que sur les domaines régaliens où il apparaît plus sécuritaire que la gauche traditionnelle, on va dire, etc. Donc voilà, il a cette étiquette-là. Et puis là-dessus, il y a Emmanuel Macron qui arrive et du coup,
il y a concurrence sur ce créneau-là, précisément. Et qui, d'une certaine manière, ringardise celui qui apparaissait comme moins ringard. Ouais. Comme ils sont sur le même créneau, et comme la politique, et que la politique française marche comme ça, ce sont désormais deux rivaux, parce que effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est quoi cette histoire de parti politique ou de mouvement? Parce qu'on voit mal, effectivement, un Emmanuel Macron se lancer dans une primaire au Parti socialiste où ce serait... infernal pour lui, et puis sans garantie, loin de là, de résultats. Si vous voulez, le projet, les préparatifs, plutôt plus exactement, d'Emmanuel Macron qu'on décrit donc dans l'Obs cette semaine, avec le lancement d'un genre de club de réflexion, les jeunes avec Macron, etc., qui a été quand même pensé déjà depuis quelques mois. Ça veut dire quoi, en fait? Si ça peut exister, on ne sait pas du tout ce que ça donnera à l'arrivée. Mais si déjà cette tentation et ces projets peuvent exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de la candidature de François Hollande est posée. Voilà. Et donc, bien entendu, Emmanuel Macron, qui, comme on le sait, est proche de François Hollande, ne se lancera évidemment pas contre le président sortant s'il décidait de se représenter. En revanche, si François Hollande décidait de ne pas se représenter, il est possible que Emmanuel Macron veuille tenter sa chance. Et peut-être un mot, Béatrice, sur les déclarations au Financial Times, au FT ce matin, d'Emmanuel Macron, qui, cette stratégie européenne, il l'a déjà faite à plusieurs reprises, et là il menace Cameron, s'il y a un Brexit, eh bien les immigrés de Calais, on les laissera passer. Et puis sur les banquiers, nous aussi, quand Cameron avait dit le tapis rouge pour les affaires françaises, les banquiers français, il fait l'inverse s'il y a un Brexit. Oui, venez chez nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sort de plus en plus de son domaine de compétences, et que dire, il est ministre de l'économie, dire au Financial Times, s'il y a le Brexit, il n'y aura plus d'immigrés à Calais, on vous les envoie. Normalement, ça relève plutôt du président de la République ou du Premier ministre. Alors, question, est-ce qu'il a l'aval de ses supérieurs hiérarchiques, j'allais dire en l'occurrence de François Hollande, pour faire ces déclarations-là, ou est-ce qu'il le fait en électron libre? Mais c'est tout à fait étonnant quand même. C'est pas une décision du ministre c'est incroyable. C'est de l'économie. La déclaration en elle-même qui est incroyable, parce qu'on imagine bien que oui, il est mandaté ou autorisé. Mais c'est vrai que c'est très frappant de voir le ministre de l'économie s'aventurer, je dirais, sur le domaine régalien et quand même dans un avertissement à un pays ami. C'est tout à fait frappant. Et donc, ça prouve bien que probablement, on est décidé à lui donner quand même plus d'importance qu'il n'en avait. Et comme on est entre filles, on peut faire nos Marie Chantal, après tout. Faisons nos Marie Chantal. On n'en parle jamais, mais après tout, voilà. C'est un peu Johnny Belle-Gueule, Emmanuel Macron. Il est jeune, il est beau, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que... On le dit jamais, mais est-ce que ça peut politiquement être un atout? Alors, ça n'est pas un handicap. Ça compte, mais je ne pense pas que ça suffise. Après, on va pas faire la cruauté. Parce que le maire dit être intelligent, c'est un handicap. Donc être beau, est-ce que... Oui, effectivement. Et puis la jeunesse, la modernité, la nouveauté, tout ça, c'est à son actif. D'abord, la jeunesse, par définition, ça dure pas. Ça peut durer un quinquennat, déjà 2 quinquennats, un peu moins. Mais on a vu des cheveux ça ne peut pas suffire. Non, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il incarne de nouveau, et surtout ce qu'il pourrait incarner. Alors moi, j'ai quand même quelques doutes sur la faisabilité, mais sur une éventuelle recomposition politique, parce qu'Emmanuel Macron, il est dans un gouvernement de gauche, mais il séduit pas tout le monde à gauche, mais il séduit les libéraux, il séduit un certain nombre de milieux qui traditionnellement... beaucoup à droite. Il séduit beaucoup à droite. Donc, est-ce que... Mais là, vous répondez pas à ma question de Marie Chantal. Si, je pense que c'est plutôt un atout d'avoir une belle gueule que d'être affreusement laid. Remarquez, ça n'a pas empêché certains d'être élus. Mais moi, je crois que là, le sujet... D'abord, oui, c'est pas une tare d'être beau à condition de ne pas être bellâtre. Il y a quand même, non. Il y a quand même une nuance. Bon. Mais je crois que ce qui joue pour lui actuellement, c'est en fait la comparaison avec Manuel Valls. Au-delà de la beauté intrinsèque de chacun, c'est, si vous voulez, que Emmanuel Macron est plus dans la séduction
Ouais. Et donc, il le sait. Il essaie de vous convaincre. Alors que Manuel Valls, pas du tout. Il Alors est que Manuel dans Valls, l'agressivité permanente. il est plus dans l'agressivité. Et je crois que la beauté, elle peut être là, si on peut dire. Vous avez raison. Il peut y avoir un charme qui est... Et dans le charme, voilà, ça change tout. Qui effectivement est plus... Oui, parce que c'est vrai que la politique, par exemple, si vous regardez à droite objectivement, ça va être, la primaire, elle va pas être idéologique, elle va être sur les personnalités. Je dis bien évidemment pas sur les physiques, mais elle va se jouer sur la personnalité, donc sur le charme. Pas seulement, hein. À gauche, elle est idéologique, la primaire, s'il y en a une. À droite, ça va plutôt être une question de personnalité, parce que on va dire que les programmes sont pas si éloignés les uns des autres. Après, dans une élection présidentielle, la personnalité, ce qu'incarne la personne ou ce que n'incarne pas la personne, d'ailleurs, parce qu'on peut être beau et n'avoir aucun charisme et n'avoir... C'est la fameuse phrase. Je parle de personnalité, je parle pas de beauté. Une femme et le peuple français, c'est pas seulement des mots, ça. C'est vrai que ça existe et quand ils se retrouvent sur le terrain à faire campagne, il y a quelque chose qui se passe ou il y a quelque chose qui se passe pas. Oui, de toute façon, il faut séduire. Ça, c'est certain. Et il pourrait se lancer, on peut l'imaginer, Emmanuel Macron, se lancer dans une présidentielle en 2017, ça sera avec un petit mouvement... Ça sera compliqué, si vous voulez, parce qu'il est quand même très rejeté au Parti socialiste, dont d'ailleurs... c'est un petit peu son problème. Jean-Christophe Cambadélis explique quand même qu'il n'est pas socialiste. Donc il y a quand même un souci. On se souvient que Lionel Jospin, quand il avait dit mon programme n'est pas socialiste, ça lui avait valu quelques ennuis sur sa gauche, je crois. Donc c'est quand même très compliqué pour lui. Je pense que c'est plutôt une manière peut-être de prendre date pour le coup d'après. Eh bien, si vous voulez tout savoir sur Emmanuel Macron, il faut lire donc l'Obs. Et puis dans l'opinion, il y a un petit dessin, effectivement, où on voit bien cette rivalité Valls-Macron donc dans l'opinion. Merci à toutes les deux. Je vous retrouve pour Politique à 17h10 avec Jean-Marie Colombani. Nous parlerons des élections américaines. Merci et à très vite. Bienvenue et merci d'être avec nous. Reporter. À Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, la population vit au rythme des attaques suicides de Boko Haram. La recrudescence des attentats a conduit à la création d'une unité d'élite au sein de l'armée camerounaise chargée de traquer les kamikazes. Elle est aidée par les villageois, principales victimes de Boko Haram, désormais en première ligne pour repérer les terroristes. France 24 a partagé leur quotidien dans cette guerre à l'issue incertaine. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.